Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Les Figures de l'Ombre. Pour rappeler, la série Les Figures de l'Ombre met en avant du coup des personnalités qui exercent selon nous un métier sous-coté, qui méritent en tout cas plus de lumière et du coup qui ont une influence énorme dans la société, mais qui ne se voient pas forcément au premier abord. Aujourd'hui, on accueille un invité spécial, Shedly. Merci à vous, ça fait plaisir d'être ici. Et pour accompagner de mon acolyte Kader. Toujours mon gars. Donc ça fait très plaisir. Bon, on va commencer simplement. Est-ce que tu peux te présenter déjà, Shedly, d'où tu viens, ton enfance, ton âge un petit peu et c'est qui Shedly précisément? Ouais, ok, ça marche. Après, moi, je veux pas retourner jusqu'en enfance parce que même si on a des choses à dire, hein, je suis né avec les pierres tournées, tu vois, donc. Ah ouais? Ah ouais, ça c'est un truc que j'oublie de dire. Mais non, moi, très brièvement, je suis entrepreneur et créateur de contenu. Mais je suis geek avant tout, tu vois, je suis un passionné de pop culture, c'est ça qui me définit. De toute façon, je pense qu'on va avoir le temps d'en discuter. Ouais. Mais entrepreneur, ouais. Avant tout, moi, il faut savoir que j'ai eu une longue période de ma vie aux États-Unis. C'est ça qui m'a en partie défini parce que c'est ça qui m'a permis un éveil de me dire qu'en fait il y a un problème ici en France et je suis capable de le remarquer depuis tout petit, depuis mes 4 ans quasiment. Et le fait de partir dans un pays où le mérite existe, bah ça m'a carrément changé. Ça m'a permis de montrer que en étant bon quelque part, en étant nécessaire à la société, et bah c'est là où finalement il y aura aucune limite à ta personne et à ton profil, peu importe la taille, ta religion, ta tête, ta couleur de peau ou quoi que ce soit. Donc ça a été hyper important. Donc moi voilà, à 17 ans je suis parti. J'avais fait une première comme tout le monde, un lycée général, etc. Et je suis arrivé aux États-Unis à l'âge de 17 ans. Et c'est là où j'ai étudié un petit peu là-bas, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles, j'ai aussi fait du foot là-bas, ce qui a permis de financer mes études. Ce qui est marrant avec le fait d'être né avec les pieds à l'envers, tu vois, comme quoi tout est possible dans la vie. Et au final, je suis revenu en France en 2022. Et je trouvais pas d'alternance, forcément. J'ai qu'un diplôme d'ingénieur, je parle parfaitement l'anglais et d'autres langues. J'ai plein de compétences et tout, mais forcément, je ne trouve pas d'alternance comme beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent et de compétences. Mais finalement, j'ai pris ça comme un signe. Et c'est là où j'ai décidé de créer ma propre société. Donc Big Game à l'époque, donc des salles de jeux vidéo. Et puis à un moment donné, je me suis emmerdé. Je me suis dit, je suis ingénieur de base, j'ai envie de créer une application, un produit plus scalable, un produit technique. Donc j'ai développé l'application Lancelot avec mon équipe. On a levé des fonds. C'est devenu le 7e réseau social le plus populaire en France, à une place derrière Discord, une place qui valait 1 milliard d'euros, pour montrer un petit peu la capacité. Et puis finalement, à un moment donné, pareil, ça s'est cassé la gueule dans le sens où on devait lever des fonds. Les personnes avec qui on devait lever des fonds n'ont pas honoré leur contrat, leur signature. Donc le projet est tombé à l'eau, malgré la réussite, le succès du projet. 800 000 utilisateurs au bout d'un an, 150 000 euros de chiffre d'affaires au bout d'un an. Donc c'est pas rien pour une start-up dans le gaming en plus. Et donc encore une fois, je prends ça comme un signe. Je me dis c'est pas fait pour moi, la vie de la dépendance auprès des investisseurs, et je crée une agence de communication. Si j'ai réussi à ramener autant d'utilisateurs sur mon produit et que généralement je fais toujours mieux pour les autres que pour moi, j'ai décidé d'accompagner les marques et les créateurs de contenu à se développer sur les réseaux sociaux. Voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. C'est lourd, hein. Incroyable, hein. Quel CV. Et encore, il a résumé, t'as compressé pour ça. Parce qu'après, on va aller dans le détail, du coup. Carrément. Mais, la question que je voulais te poser, c'est, du coup, pourquoi l'entrepreneuriat en soi et, comment a été tes débuts, justement, dans l'entrepreneuriat? Ouais. Écoute, ça vient de 2 choses, l'entrepreneuriat. Le premier, j'en ai un petit peu parlé, c'est, à défaut de ne pas trouver d'alternance, de stage, de job en France. Alors, je le dis souvent, pour la petite anecdote. En France, je n'ai jamais reçu d'offre d'emploi. La meilleure offre que j'ai reçue avec mon diplôme d'ingénieur, c'est faire la vaisselle, après à manger. Donc je n'ai jamais eu d'autres propositions de job en France. Donc forcément, ça m'a montré la voie vers l'entrepreneuriat. La deuxième chose, qui est finalement la première, c'est que ma mère est entrepreneur, ma sœur est entrepreneur, mon père travaille avec ma mère, et donc au final je suis déjà dans cet écosystème. Mon beau-frère est entrepreneur, donc cet écosystème, mine de rien, il m'a beaucoup poussé à travailler de moi-même et faire des choses de moi-même. Et ensuite, bien évidemment, le fait de me comprendre. À un moment donné, quand tu fais ton propre diagnostic, ton propre profiling, tu te rends compte que quand les gens s'amusaient ou partaient en vacances en été, tu faisais ceci, tu faisais cela, et finalement tu faisais tout plein de projets. Et donc pourquoi ne pas cette fois partir jusqu'au bout du projet, tu vois? Et donc ça a été ma première société, Big Game, qu'on a créée de A à Z. Et comment a été les débuts justement de Big Game?
C'était un petit succès. C'était un petit succès parce qu'on ne perdait pas d'argent. Donc forcément, c'est ça la bagarre dans l'entrepreneuriat. C'est faire avec les moyens du bord et ne pas se diluer. Donc ça, c'était très cool. Pas d'investisseurs. On a fait notre petite salle de jeu, etc. Dans des locaux qu'on a eu à titre gracieux. Puis une deuxième salle. Et puis finalement, ça montre que on a créé un premier prototype, le MVP. Le MVP a cartonné. Et donc je suis parti voir cette fois-ci un investisseur pour ouvrir une plus grande salle sur Paris. Et rebelote, pareil qu'avec Lancelot, finalement, un investisseur qui n'a pas tenu sa parole et qui a voulu plus de parts, ne pas investir autant qu'il ne devait le faire, etc. Donc forcément, on a dit laisse tomber, je me barre. Et puis c'est arrivé au moment où j'ai eu des gros problèmes de santé. Ça a été la pique de crise qui a fait que j'ai perdu mes bras, forcément. Bien sûr. J'imagine qu'on va en discuter. Obligé, hein. Obligé. Mais du coup, suite à ça, je pense que aussi, comme tu as dit, les débuts ont été peut-être durs, difficiles. Il s'est passé la tendinite, du coup. Yes. Suite à une blessure du bras, je crois, en 2018, de souvenir. Yes. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette épreuve de dur? Carrément. Comme je l'ai dit, sur le point mental, on va dire, j'avais des grosses crises de stress que je ne ressentais pas. Moi, il faut savoir que je suis un athlète depuis tout petit. J'ai fait du sport à fond jusqu'en 2017, de la lutte, du foot, et plus jeune, du kayak, du handball, basket. J'ai vraiment touché à tout. Mais le foot et la lutte, c'est vraiment mes sports principaux. Et en fait, quand je suis revenu en 2017 des États-Unis, où je faisais 3 fois du sport par jour, etc., j'ai tout arrêté pour me consacrer sur l'entrepreneuriat, sur ma société. Et en fait, très mauvaise, très grosse erreur, parce que mon corps l'a très mal compris, et mon cerveau aussi. Ce qui fait que au niveau du corps, mon corps ne comprenait plus ce qui se passait en fait. Plutôt que de taper des ballons, j'étais sur le clavier souris toute la journée. Donc forcément, les mouvements répétés ont fait que mes coudes, mes doigts, mes poignets, mes épaules et ma nuque ont pris cher. Et du côté de mon cerveau a mal subi le fait de devoir subir de l'injustice, manger du stress, la discrimination entre autres, ce genre de choses, l'injustice globalement. Ça fait que j'ai perdu l'usage de mes bras pendant quasiment un an. Donc voilà, 6 ans de grosses douleurs au niveau des bras, une douleur qui ne partira jamais, forcément, ça reste une cicatrice et j'en suis assez fier au final. Ça permettra à beaucoup de gens de ne pas passer par là, d'où le fait que je suis honoré d'être ici. Moi, j'adore partager, forcément. Si on peut éviter aux gens de se casser les mains comme moi. Et puis l'autre chose, c'est une douleur qui ne partira jamais. Par contre, j'ai pu me soigner, et là ça va faire un petit peu peur aux gens, mais grâce à la biologie émotionnelle, j'ai suivi une 50aine de traitements, donc cupping thérapie, HIJEMA, des médicaments à foison, des anti-inflammatoires, il y a rien qui fonctionnait. J'ai vu même les docteurs de Neymar, des JO, des je sais pas quoi, que des charlatans, bref. Et au final, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit arrête de chercher la solution au problème, arrête de chercher des traitements, trouve plutôt le problème. Okay. Et là, j'étais complètement débile. Je me suis dit mais putain, je suis con en fait. Je suis entrepreneur et en plus ingénieur. Et la base de ces métiers-là, c'est vraiment de trouver le problème pour ensuite créer la solution. Exact. Et donc en fait, on a commencé à parler et en une demi-heure, j'étais guéri. Ça veut dire qu'il m'a parlé, il m'a dit écoute, le fait d'avoir mal au poignet, c'est parce que t'as pas lâché prise. Et donc ton cerveau, chaque fois que tu essaies de tenir quelque chose avec ta main, il est en train de te dire, ton cerveau, que tu vas te faire mal. Et donc il bloque forcément le mouvement. Pareil pour les coudes. À un moment donné, d'où l'expression serrer les coudes, tu t'es peut-être senti tout seul, donc tu pouvais plus te serrer les coudes avec quelqu'un, tu vois. Donc forcément, tu t'es détruit les coudes. Pareil pour le pouce. Je me suis fait mal au pouce, pareil dans la tendinite, parce que c'est le seul doigt qui s'oppose aux autres, parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Pareil quand c'est arrivé jusqu'au cou, à la nuque, c'est un peu l'os ou le mécanisme qui permet la soumission, le fait de baisser la tête. Et moi j'ai refusé de me soumettre en fait au système, on l'appelle comme on veut. Donc en fait, le fait d'avoir trouvé tous ces problèmes-là et de l'avoir fait comprendre à mon cerveau et aussi de l'écrire un petit peu, c'est ça qui m'a soigné. Et aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, je peux aller à la salle, je peux faire mon sport, je peux retourner au foot tous les samedis, tous les dimanches et tout va bien, Dieu merci. Incroyable, la puissance du cerveau. Ouais. Mais c'est très très sous-estimé. C'est le plus bel organe. Ouais, l'effet placebo, tout le monde va aller là, mais juste avec le cerveau, tu peux faire tellement de choses. Exactement. Mais beaucoup de gens ne sont pas assez conscients. Cela, malheureusement. Ouais, exactement. Vas-y, je te laisse enchaîner. On enchaîne. Vas-y. Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir psychologiquement pendant toute cette période? Parce que là, tu nous as
résumer ça. Donc, certes, t'as trouvé des solutions, etc. Mais je pense que ça n'a pas toujours été comme ça. Surtout quand t'étais vraiment dans le vif du sujet, que c'était dur physiquement, etc. Qu'est-ce qui t'a fait tenir mentalement? C'est très dur mentalement parce que forcément, ma plus grande passion à moi, c'est le jeu vidéo. Exact. Et quand t'as plus tes bras, tu peux plus jouer aux jeux vidéo. Donc, ça a été très très dur, une année complètement horrible. Forcément, heureusement que il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. La principale, je pense même là, on va en parler, c'est la religion. Forcément, Dieu toujours avec moi, il m'a jamais lâché. Donc forcément, ça a été ce qui m'a permis de tenir mentalement. Dieu en découle forcément la famille qui m'a créé, donc forcément ça allait encore mieux parce que ma famille était là pour moi, mon amoureuse était là pour moi, donc ça aucun souci. Et puis c'est juste une année de transition, ça fait que j'ai très vite rebondi parce que voilà, c'était juste l'histoire d'un été où j'avais très très mal, etc. Et ensuite j'avais perdu Big Game, donc forcément j'étais un petit peu en pause et je me suis dit il faut que je rebondisse quoi, pas le temps de se prendre la tête. Et puis j'ai créé une salle de jeu qui a permis de réunir les gamers. J'ai envie de créer un produit plus scalable autour de ça. Je suis ingénieur. Je vais créer l'application Lancelot, une application de mise en relation de joueurs de jeux vidéo. Et c'est là où je prends un papier et un stylo et avec mes bras d'Iron Man ou Robocop comme on m'appelait à l'époque. Je commence à dessiner comme ça, tu sais, avec mes bras complètement pétés. Ouais. Et je dessine les premières interfaces que j'ai encore. Je crois que c'est la première photo de mon téléphone, ma pellicule. Et je dessine les interfaces de l'application. Comment est-ce que ça va fonctionner au millimètre près. Et ensuite je contacte un designer, il me rejoint, il devient associé. Je suis toujours avec David, mon associé de toujours, mon cofondateur. Et donc là, voilà, la machine est lancée. On commence par la conception, le design et puis le prototype avec Pierre-Alexandre, notre CTO de l'époque. Et ensuite 2019, une meilleure année parce que j'ai mes bras, même si j'ai très très mal. Je joue à Spider-Man, je joue à Apex et puis je reprends le jeu vidéo et là ça va beaucoup mieux mentalement quoi. T'as déjà pensé à abandonner? Est-ce que t'as déjà eu ce doute-là? Non, parce que en fait, j'appelle ça la théorie de sans toit. La théorie de sans toit, c'est que quand t'es dos au mur et que t'as pas de toit au-dessus de ta tête, t'as pas le choix que d'aller tout droit en fait. Okay. Il y a une très belle expression que j'aime beaucoup, ça s'appelle brûler les vaisseaux. J'ai du mal à dire si elle est d'origine africaine ou perse ou grecque souvent, mais la meilleure anecdote qui revient, c'est celle de Léonidas qui part et qui brûle ses vaisseaux. Donc c'est bateau pour dire en gros, on revient pas, soit on casse la gueule aux Perses, soit on meurt au combat. Et en fait, moi c'est exactement pareil. J'ai décidé de brûler mes vaisseaux, de me laisser aucun choix dans la vie que d'aller tout droit, et c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui m'a réussi. Dieu merci. Même j'ai une autre image, ça fait quoi ce que tu dis, c'est comme si t'es dans un tunnel. Ouais. Tu vas pas faire demi-tour, tu dois aller au fond du tunnel. Certes, t'es dans la merde, tu te sens mal, mais tu dois foncer, t'as pas le choix, c'est la seule solution. Mais c'est une mentalité, c'est vrai que c'est un switch mental à se dire, parce que c'est facile à le dire a posteriori, mais quand t'es en plein dedans, c'est dur d'avoir ce shift mental. Exactement. Mais en gros, on résume, du coup, ça a été ton environnement qui t'a aidé, ta famille, Dieu, et toi aussi, ce côté mentalité de te dire, je me laisse pas faire, entre guillemets, et j'avance. C'est ça, exactement. Après, la mentalité, elle se construit avec tout ce qu'on a autour de soi. On fait rien tout seul. Ça n'existe pas de se dire, je me suis réveillé tout seul. Non, ça n'existe pas. Merci de dire ça. Je déteste cette phrase. Je me suis fait tout seul. Ça n'existe pas. Frérot. Non. Parce que ceux qui le disent, c'est des sportifs, etc. en général. Même eux, ils ont des préparateurs derrière, etc. Après, forcément, souvent, c'est du marketing. C'est pour se créer une image, etc. T'as les parents qui les accompagnent à l'entraînement, tu vois. Donc, ça vient toujours quelque chose. Faut juste, c'est une belle phrase, se faire soi-même, mais faut juste la prendre avec des pincettes et faut savoir l'expliquer si tu t'es vraiment fait tout seul. Soi-même, des fois, certains le considèrent que c'est le groupe, on s'est fait soi-même. Exactement, ouais. Souvent, ça veut dire ça en vrai. Tout à fait, ouais. Mais t'as toujours eu cette mentalité ou il y a eu des choses dans ta vie qui ont fait que t'as eu des déclics pour avoir cette mentalité-là? Je pense que le plus gros déclic qui m'est venu, alors oui, je l'ai ressenti depuis tout petit, comme je te disais, à 4 ans, j'étais puni de photo de classe parce que j'étais qui j'étais et je représentais ce que je représentais. Aussi peut-être que physiquement, le fait encore une fois d'être né différemment avec les pieds à l'envers, etc. Je pense que ça aussi, ça m'a peut-être impacté, tu vois, quand j'ai appris la vérité et que j'ai vu les photos de moi quand j'étais gosse avec une barre entre les deux jambes et tout ça. Donc il y a eu un petit peu de tout ça et puis à un moment donné le déclic, je pense qu'il est venu en seconde ou en première plutôt. J'étais délégué de classe. Faut savoir que moi j'ai toujours été plus ou moins bon à l'école, bon par rapport à la moyenne. J'étais toujours le premier des garçons de la classe au lycée, pas au collège. J'avais toujours une bonne moyenne, tu vois. Je suis passé de 14 à 13 peut-être. À l'époque c'était dur, 14 c'était une très bonne note. Je crois que les jeunes ils savent pas maintenant, ils m'ont dit 14 mais comment ça nous on a 20 mais c'est pas pareil. Mais du coup j'étais au conseil de classe et tout ça et moi j'étais bon à l'école sauf en maths.
J'étais le pire élève en maths. J'avais 2 de moyenne en maths. Et donc ça aussi je l'ai compris parce que en 6e j'étais mauvais bizarrement. J'avais 8 de moyenne. En 5e j'étais l'un des meilleurs avec 16, 17 de moyenne avec Monsieur Villarupla et son accent marseillais, tu vois. Donc forcément le professeur ça fait tout à l'école. Et puis Monsieur Barthez malheureusement qui selon moi ne m'a pas donné le bon accompagnement. Je dis pas que c'était un mauvais bougre, hein, c'est juste que il y avait pas l'accompagnement dont j'avais besoin à cette époque-là. Et puis au lycée, ça dégringole, on passe de 8 à 6 à 4 à 2 de moyenne. Pire élève de maths que le lycée ait jamais connu. Bon, paraît-il qu'on m'a battu maintenant, il y a eu un 1 de moyenne. Dommage, j'ai perdu mon titre. Mais du coup, ouais, en conseil de classe, ouais, t'auras jamais ton bac, tu vas aller nulle part, tu vas rien faire, etc., etc. Quand t'es devant une douzaine de profs qui te disent ça, tu chiales, tu vois, tu chiales. Tu craques. Ouais, tu craques. Et puis, pire encore, moi, je les regarde et je leur dis, écoutez, moi, je pense que le problème, c'est ce pays. Je me sens pas bien ici. Okay. Je vais me barrer dans un autre pays. Vous allez voir et je vais revenir encore plus fort. Et ils se sont complètement foutus de ma gueule. Ils étaient morts de rire. 12 profs qui te pointent du doigt, sauf Monsieur Vincent, dédicace. Mais voilà, tout le monde te pointe du doigt comme ça. Haha, grosse merde, etc. Et tu te dis, ouais, il faut que je leur montre, tu vois. Mais au-delà de le faire pour eux, je le fais pour moi et pour ma famille. J'ai eu l'opportunité de partir à la suite, donc par la suite aux États-Unis. Et c'est là où j'ai commencé à reprendre par 1+1, tu vois, juste l'algèbre 1 comme on dit. Et c'est là où je deviens très très bon en maths. Je deviens, je rejoins aussi l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs du pays, des États-Unis. Incroyable. Et grâce au foot, du coup, j'ai pas payé mes études. Vu que je suis bon dedans, ça finance mes études, ce qui est merveilleux. Et après, je sors ingénieur et je me rappellerai toujours de cet email. Putain, j'ai l'impression d'être Oussama Hamar. Je me rappellerai toujours de cet email d'un prof à moi en maths aux States. Je lui ai envoyé un long message pour lui dire en gros merci infiniment. J'ai toujours eu des problèmes en maths depuis que je suis en France, etc. Et grâce à vous, ça va beaucoup mieux, etc. Et c'était ma dernière classe de maths, calculus, ou je sais plus ce que c'était. Et il m'envoie un message. Il me dit it was an honor for me to work with you. You were the most powerful student I ever had. Et genre, en gros, t'as été l'élève le plus puissant que j'ai eu en maths, tu vois. Et ça, ce message, il est resté gravé en moi. Enfin, tu vois, ça a pas été un déclic ou quoi que ce soit. On n'est pas dans Hercule ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste pour dire que ce quand message, une reconnaissance. Ah, il est magnifique, ce message. Un statement qui fait du bien. Magnifique, ouais. Ça fait du bien. À ce moment-là, après tout ce que t'as vécu, lui, il le sait pas. En plus, quand il le dit. Donc, à ce côté naïf, lui, il le dit vraiment par honnêteté. Mais toi, tu sais derrière ce que ça représente. Exactement. Surtout avec le chef de la première et les 12 profs qui font ça, du coup. C'est ça, c'est ça. Beaucoup d'injustice, du coup. Mais niveau anglais, tu t'en sortais comment quand t'as décidé de partir J'étais pas mauvais, disons que j'avais les bases, tu sais, je faisais partie de la classe européenne, etc. Donc j'avais quand même les bases. Mais par contre, quand t'arrives aux États-Unis et que t'as juste ces bases-là, heureusement grammaticalement tu t'en sors. Mais par contre, c'est comme si tu partais de zéro. C'est-à-dire que t'arrives à Atlanta, l'accent du sud, c'est fini. Déjà quand t'arrives, tu dis à l'aéroport I'm going to Atlanta et qu'ils disent oh Atlanta, tu vois, il y a 4 T qui ont disparu. Non, c'est fini. Donc non, mais par contre après l'anglais appliqué à ton domaine, à l'ingénierie, etc. Là, c'est autre chose. Mais au final, ça je m'en sortais parce qu'en fait l'adaptation, elle m'a pris 3 mois. Je pense que c'est ça. Si t'arrives dans un nouveau pays pour apprendre la langue et que t'as les bases grammaticales, etc. Il te faut 3 mois, c'est tout d'adaptation. Et après, ça s'est super bien passé. Incroyable. Moi j'ai 2 questions. Ouais. Première question. Ouais. Quel poste tu joues au foot? Parce que là, ça m'intéresse, tu vois. Tu vas pas échapper, hein. Ta petite mention de football. Pour payer les études, tu vas préciser, hein. Et deuxième, t'as passé combien de temps aux États-Unis, du coup? 5 ans. 5 ans. Quelle est la différence pour toi, même en termes de mentalité ou autre, entre, du coup, la France et les États-Unis? Ok. J'étais buteur, striker. Incroyable. Ouais. Donc en France, je m'en sortais pas trop mal. Il y avait de la belle compétition, surtout que en fait beaucoup de personnes venaient un petit peu de la cité, tu vois, etc. Et puis moi j'étais un petit peu le mec. Moi j'habitais pas dans une cité du tout, tu vois. On avait au contraire quitté la cité pour habiter dans un truc un petit peu plus calme, forcément. À Logne, Dieu merci. Et puis finalement, quand j'arrivais, forcément les gens ils me regardaient mal. T'es pas de la cité. Donc c'était une belle expérience sociale parce que c'est ça qui m'a permis aussi de m'intégrer et de comprendre un petit peu les différents milieux sociaux. Ça m'a beaucoup aidé le foot, mais je me battais avec tout le monde, tout le temps, H24. Omar, Badji, Cheikh, dédicace. Mais je me battais avec tout le monde. Et puis finalement, très vite, j'ai été surclassé parce que pour 2 raisons, j'étais pas mauvais, mais aussi parce que ce groupe-là, je me sentais pas à l'aise dedans. Okay. Donc les coachs, ils m'ont fait passer, tu sais, quand c'était en U13, je jouais avec les 15, quand j'étais en 15, 17, etc. Donc ça, c'était assez cool de jouer avec des personnes plus âgées et ça m'a
m'a permis aussi de me renforcer. Tu vois, t'es un petit homme, même si t'es bon sur tes appuis, il va falloir travailler fort, etc. Donc, comme dans les shonen, hein, j'ai commencé à faire des pompes à la maison, 600 abdos tous les jours, etc. Et c'est pas une blague. One Punch Man, hein. Là, c'est vraiment pas une blague, tu vois. Et donc, ouais, et aux États-Unis par contre, ouais, révélation, j'ai été très très bon sur une année où j'avais besoin de reprendre confiance, surtout parce que bon, je jouais pas avec des gens super forts la première année en high school, tu vois, mais par contre j'ai fini meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur ce que tu veux, donc ça a été très bien, ce qui m'a permis aussi de me recruter, de me faire recruter dans une école. Et là, bah tu joues avec des anciens joueurs de la Liga qui jouaient au Lecce. Liga 2 à l'époque, tu joues avec des latinos qui viennent du Mexique, du Venezuela, de l'Équateur, de Colombie, qui sont ultra chauds, etc. Donc t'es obligé de faire tes preuves. Les Espagnols, les Polonais, les Portugais, etc. Donc là t'es entouré que des boss, et en fait t'es dans une équipe qui est déjà championne du titre en NAIA et NCAA. Et toi t'arrives, tu dois faire tes preuves. Donc gros challenge. Moi j'ai compris que j'étais pas du niveau, hein, clairement. Donc j'ai dû travailler plus que les autres, etc. J'ai eu mes quelques matchs, j'ai eu mes instants de gloire, j'ai eu le public, les cheerleaders, etc. acclamés, etc. C'était magnifique. Mais le foot, c'était pas une fin en soi. Pour beaucoup là-bas, l'objectif, c'était de devenir pro. Et certains le sont devenus, et certains l'étaient en parallèle. C'était très ambigu. Moi, je voulais juste réussir mes études. Donc, à partir du moment où fallait être absent pendant les examens pour aller faire du foot, bah moi, je refusais. J'ai laissé ma place à plusieurs reprises. Donc voilà pour la partie foot. Aujourd'hui, je joue de temps en temps, tu sais, le foot du dimanche, le samedi, et ça fait plaisir. Et ce qui est marrant, c'est que paradoxalement, plus tu prends de l'âge, plus tu prends de l'expérience, et mieux tu joues. C'est ça qui est marrant. Ouais. Oui, je suis pas le joueur que j'étais avant. Et Projet bloc. C'est ça. Incroyable. Et pour toi, c'était quoi la différence en termes de mentalité, du coup, entre les États-Unis et la mentalité, c'est au niveau du mérite, surtout. Quand t'es bon aux États-Unis, tu as accès à tout. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'étais en partie heureux de revenir en France, c'est parce que je pense qu'on est les jeux auxquels on joue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, je joue la vie comme je joue à Dark Souls, en mode ultra hardcore, ultra compliqué. Et moi, je ne trouvais pas cette complexité aux États-Unis. Je trouvais que c'était assez facile au final, que j'avais passé 5 ans ultra simple parce que il fallait être bon. Alors je faisais tout pour être bon, j'étais le meilleur, et j'avais accès à tout. Et ça, c'était un no-brainer, tu vois. Et à partir d'un moment, t'as Donald Trump qui arrive au pouvoir. Je ne peux plus rester sur le sol américain. T'as le Muslim ban, t'as le fait qu'il faut absolument que j'ai la green card, etc. Donc c'était compliqué. 2016-17, ouais. Et malgré le fait que j'ai plein d'expérience au sein du gouvernement américain, le fait que j'ai encore une fois travaillé avec une start-up saoudienne, etc. Donc de belles expériences et une belle éducation, bah ça ne suffisait pas pour avoir la green card. Donc je me suis dit, je vais revenir en France. Mais il y a une partie de moi, je sais pas si elle est malsaine ou je sais pas si c'était le bon côté de Shedley qui se réveillait à ce moment-là, qui se disait, mais en fait, il faut repartir sur les fondamentaux. Où est le challenge dans ta vie? Il y a rien pour te challenger aux États-Unis, t'es le meilleur, point barre. Et en revenant en France, boum, t'arrives, t'as double diplôme, t'as ce que tu veux, t'as diplôme en grande école de commerce et bête d'école aux États-Unis, ingénieur et tout, le fait d'être polyglotte, bref, ça n'a pas suffi. T'arrives en France, boum, t'auras pas d'alternance. Point barre. Débrouille-toi. Arrêtez de l'injustice. Voilà. Tu voulais du challenge, t'en as eu. Exactement. Exactement. Ouais, c'est direct, ouais. Mais au final, c'est ça qui est gratifiant. Comme dans Dark Souls, comme dans Elden Ring, tu prends ton temps pour détruire le boss. Je déteste Sekiro. Tu prends ton temps pour détruire le boss, mais au final c'est ultra gratifiant parce que t'as passé du temps, t'as passé toute la nuit pour le faire, t'as réussi, et ça fait du bien d'en être là. Ouais. Tu vois ta vie comme ce genre de jeu justement où tu gravis des échelons, des quêtes principales, secondaires, toujours t'affrontes des boss, on va dire. Toujours, ouais. Et c'est ça qui fait que j'apprécie ma vie énormément, c'est que ma passion principale avant c'était le jeu vidéo. Ça reste le jeu vidéo, mais aujourd'hui c'est plus l'entrepreneuriat. Mais le fait est qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat pour moi c'est comme du jeu vidéo. Je gagne en expérience, je vais aller looter des trucs, je vais aller faire des belles rencontres, je vais gagner des contrats, et c'est ça qui me passionne. Ouais. De niveau à niveau. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est intéressant, c'est que là, ce que je comprends de ton parcours, c'est que t'es toujours revenu à l'essentiel quand même. Ouais. Quand je dis ça, c'est dans le sens où, par exemple, tu t'expliquais qu'aux États-Unis, tu t'es rendu compte que, le jeu, il était entre guillemets, certes, t'étais pas arrivé au niveau final, mais tu t'es dit, bon, je vais vite faire le tour. Tout se passe trop bien, entre guillemets, et tu t'es revenu à l'essentiel. Tu t'aurais pu te dire, bon, je continue, c'est pas grave, je ferme les yeux.
avoir une vie un peu robotisée, mais tu t'es dit non, je reviens à l'essentiel. Pourquoi je fais les choses réellement? Est-ce que je me sens bien là? Où je vais? Et après, par rapport à ça a dirigé la suite de sa trajectoire, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais, moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est pas que ça me faisait peur, c'est ce que je ne voulais pas atteindre. Parce que oui, des fois, on parle souvent d'objectifs, d'atteindre ses objectifs, mais ce que tu ne veux pas, la visualisation inverse, ce que tu ne veux surtout pas dans ta vie. Et moi, ce que je ne voulais pas, c'était l'autopilote dont tu as parlé. C'est le fait vraiment d'être dans un cycle sans fin, dans une loupe infinie, où tu fais la même chose toute la journée et tous les jours. Et donc aujourd'hui, encore une fois, Dieu merci, j'ai l'opportunité et je me suis donné les moyens de ne pas revivre les mêmes journées, la même journée qu'hier. Et ça, c'est le plus important pour moi. Ouais. Et les leçons justement on va dire que t'as apprises, même avec l'entrepreneuriat et on va dire de tout ça, juste avant, on va dire la création de contenu. C'était quoi les leçons que t'as pu apprendre? Ouais, j'en ai un petit peu parlé précédemment. C'est surtout encore une fois cette idée de se laisser, de se mettre dos au mur. Vraiment cette idée de brûler ses vaisseaux et à un moment donné de ne plus se laisser le choix en fait. Okay. Il y a beaucoup trop de gens qui ont un talent et des compétences et des envies, etc. et de fausses motivations parce que finalement tout le monde est motivé. L'histoire d'une nuit et tu te réveilles le lendemain, t'as plus cette motivation. Mais tu l'as plus parce que t'as le choix. Tu vis encore chez tes parents. Exact. T'as encore le toit. La théorie de sans toit, encore une fois, on y revient. Mais tant que t'as un toit sous lequel tu abrites, tu peux oublier tes rêves. Il faut se mettre dos au mur. Faut être engagé. Et moi, alors, moi, j'aurais pu ne pas être sans toi pendant un moment, tu vois. J'aurais pu vivre chez mes parents, etc. Sauf que tu vis 5 ans aux États-Unis, tu reviens vivre avec tes parents. C'est très compliqué. Donc moi, je me suis forcé pendant, je sais pas, 2-3 ans à vivre dans mon bureau, tu vois. Donc tu vis dans ton bureau, dans ton incubateur, etc. Les gens, ils te jugent, ils te regardent, t'arrives avec ta serviette, etc. Même s'il est 6 heures du matin, les gens, il y a quand même des gens qui sont là, qui te regardent et qui parlent et je sais pas, tu vois. Mais au final, je suis content d'être passé par là, tu vois. Donc se mettre dos au mur, je pense que c'est mon plus grand, c'est l'un de mes plus grands conseils. Et après, forcément, celui-là, il est un petit peu plus technique. C'est vraiment bien s'entourer, surtout sur la partie comptabilité. Faut faire surtout attention parce que on vit quand même dans un pays qui te prend toutes tes richesses quand tu les crées, quand t'es entrepreneur. Entre 80 et 70% d'impôts dans certains cas. Donc, je pense qu'il faut se renseigner. Il faut bien être entouré de personnes qui vont pouvoir t'accompagner sur tout ce qui va être justement fiscal et comptable. Et justement, il y a un truc parce que tu parlais d'entrepreneuriat et l'un des éléments facteurs pour moi d'entrepreneuriat, c'est l'environnement. Parce que si tu es entouré de mauvaises personnes, comme ta première startup avec l'investisseur en question pour le lever de fonds, t'es un peu, on va dire, dans la merde. Du coup, comment t'as fait pour soigner du coup ton environnement pour qu'à l'heure actuelle tu dises là j'ai un environnement sain? Tu vois souvent quand tu lis des livres de développement personnel sur le développement personnel ou que tu regardes des conférences TED Talk ou ce que tu veux, on te dit souvent qu'il faut traîner avec des gens qui sont au-dessus de toi. J'ai pas eu l'occasion d'avoir ces gens-là dans ma vie. C'est pour ça que j'essaie de le devenir en toute humilité auprès de beaucoup de jeunes qui ont envie de se lancer dans la création de contenu ou l'entrepreneuriat. Mais moi j'ai toujours, et tu vois, plutôt que de tendre la main et de me faire tirer en fait vers le haut, c'est toujours moi qui ai eu ce rôle. Sauf que ce qui est bien, c'est que j'ai permis à des gens de m'accompagner et de vivre certaines de mes expériences. Et en fait, le fait d'avoir été à la troisième personne et de voir mon expérience à travers leurs propres yeux, je pense que beaucoup de gens ont grandi avec ça et c'est ça qui m'a permis de créer une belle équipe. Je pense notamment à David, mon associé sur beaucoup de projets qui m'accompagne aujourd'hui sur mon agence. Je pense à Amsco, mon assistant qui a bien grandi, depuis qu'il est en cinquième quasiment, on se connaît. Okay. Mais il a fait son premier stage avec moi, tu vois, quand il était tout petit, alternant dans ma deuxième boîte et dans ma troisième, tu vois. Donc je pense que ça a été cool et ce qui a permis de bien m'entourer. Et puis aujourd'hui, mon réseau, grâce à la création de contenu notamment, il a permis d'exploser. Et donc là, rebelote, j'ai rencontré tout plein de personnes. J'ai compris que forcément, les personnes qui sont entre guillemets au-dessus de moi, j'allais jamais les atteindre parce que il y a certains mécanismes de la dignité qu'il faut actionner et j'étais pas prêt à le faire. Et Dieu merci encore une fois. Et donc j'ai préféré au contraire ramener des gens sur le bateau et devenir en toute humilité encore une fois le Luffy de la vraie vie et rallier des peuples plutôt que être le big boss de la marine et contrôlé par la peur et
et la perte de Mais l'indignité. c'est une belle vision de voir les choses aussi, hein, cette manière de, au lieu de vouloir, comme t'as dit, tendre la main, quémander forcément, et pas forcément même ce point de vue négatif, mais juste forcément vouloir faire appel à plus, Bien sûr. toi devenir plus, et toi monter en termes de valeur pour amener d'autres personnes au-dessus. Exactement. Parce que des fois, en fait, on idéalise aussi les gens qui sont au-dessus en se disant je veux être comme lui, etc. Mais t'es pas conscient de ses réalités, t'es pas conscient de ses choix qu'il doit faire, des fois éthiquement douteux ou non. Alors que toi, juste des fois monter en niveau, ça peut être plus bénéfique pour toi, ta vie, tu peux être plus en paix, simplement. Bien sûr. Et ça, c'est pas une vision qu'on a forcément. On dit toujours, il me faut des gens qui ont plus, qui sont plus. Ouais. Oui, mais toi aussi, tu peux la devenir, cette personne-là, en réalité. Ouais, tu t'es auto-mentoré en soi. On peut dire ça comme ça. Après, il y a toujours de l'inspiration. Il y a toujours, il y a toujours des exemples qui ont permis de m'aiguiller. Mais là aussi, c'est compliqué parce que, encore une fois, tu peux pas te baser sur les livres sur Elon Musk ou Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Tu peux pas baser ton expérience de la vie sur des mecs qui ont fait Harvard ou qui étaient déjà multimillionnaires à l'âge de 10 ans. Tu vois. Vraiment. Donc, malheureusement, tu crois en Dieu plus fort que les autres et c'est ça qui te pousse aussi vers le haut, mine de rien. Ouais. Incroyable. Transition parfaite. Je suis obligé de revenir sur ce qu'il vient de dire quand même. Tu nous as parlé de Dieu. Donc tu ne crois pas, t'es musulman? Je suis musulman, ouais. Okay. Comme Kader et moi. Ouais. Quelle est la place de la foi pour toi dans ta vie au quotidien? Et bon, t'as pu déjà en parler notamment quand ça allait très mal. Ouais. Mais juste déjà au quotidien, qu'est-ce que ça t'apporte? La religion, elle est principale pour moi, elle est fondamentale. C'est ce qui régit ma vie concrètement. C'est ce qui m'a permis, encore une fois, de sortir de beaucoup de misère, de galères. Et c'est ce qui m'a permis aussi de me pousser vers le haut, encore une fois, je le dis. Tu vois, si je suis en conférence devant beaucoup de monde, etc., et qu'on me demande mon livre de développement personnel préféré, j'ai envie de dire le Coran. J'ai envie de le dire, tu vois, mais je me retiens parce que forcément, encore une fois, on vit dans une nation qui est régie par un lobby médiatique très anti-islam, et donc ça, il faut qu'on se le dise aussi. Et donc ça, oui, c'est très triste, hein, c'est bouleversant. Mais moi, j'ai décidé, tu vois, t'as beaucoup de gens qui revendiquent leur religion, qui vont faire beaucoup de choses par religion, etc. Moi, personnellement, à part ce podcast, j'en ai pas parlé ailleurs, tu vois, parce que je sais que je peux en parler, je suis dans un environnement sain et qui est compréhensif. Maintenant, la religion, j'ai décidé d'être comment dire, sur le point de vue médiatique, plutôt que d'en parler, j'ai décidé de l'incarner et d'être exemplaire. Et je pense que même quand tu lis le Coran, à aucun moment on te dit parle de ta religion aux autres. Tu vois, on te dit lakum dinukum waliya din, tu vois, ça veut dire j'ai ma religion et tu as la tienne. En gros, chacun sa religion, et je sais qu'en étant exemplaire, peut-être qu'il y a des gens qui vont me suivre dans la religion, ou au moins dans mes actions, et le fait d'être bon. Et être bon, c'est aussi être bon dans pas qu'avec Dieu, mais être bon avec son prochain, dans le comportement et avec qui que ce soit. Donc moi, j'essaie d'être exemplaire. Je suis loin d'être parfait. On a tous ces vices, on fait tous des bêtises, des péchés, on en commet tous les jours. Mais c'est vrai que à la fin de la journée, je préfère que les gens suivent mon comportement plutôt que ouais, si je disais rejoignez ma religion ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, je pense que ouais, le Coran, meilleur livre de développement personnel, ça c'est sûr. Et pareil, quand on me demande ma routine, bah je pense que ça aussi, des fois j'ose pas le dire parce que je veux pas faire peur aux gens, et ça ne devrait pas malheureusement. Mais comme encore une fois on est ici, il faut faire attention. Mais la prière, ouais, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans ma routine aujourd'hui. C'est j'ai remplacé, avant j'étais la méditation, c'est ce qui m'a permis aussi de sauver un petit peu mon état psychologique et mental, parce que j'avais de grosses insomnies, et la mentalité la méditation m'a permis de sauver ça. Aujourd'hui, je fais plus de méditation, je la fais directement dans ma prière. Tu vois, je suis à un niveau de conscience dans ma prière qui fait que c'est plus juste une obligation, c'est devenu quelque chose que j'apprécie énormément, que j'adore faire, et que une vraie connexion. Exactement, ouais, quelque chose que je ressens fort, et en fait c'est ça qui me guérit, je pense, au quotidien. C'est ça qui me pousse vers le haut, c'est ça qui me permet d'être la meilleure version de moi-même, et voilà quoi. Et si je peux envoyer un message à nos amis musulmans, la prière, c'est ça l'islam en fait. C'est vraiment ça tout l'islam. C'est pas, encore une fois, les 5 piliers. C'est, tu vois, quand on dit le pèlerinage, la zakiat, l'aumône, etc. Il y a absolument tout dans la prière. Les 5 piliers, tu les fais dans la prière. D'adoration. Exactement. Ouais. L'aumône,
tu l'as fait en sacrifiant le fait de ne pas manger, de ne pas boire et de te concentrer sur une seule chose quand tu fais la prière. Le pèlerinage, t'es en direction de la Mecque quand tu pries, donc forcément tu te rapproches. Le fait de revendiquer forcément ta religion et tes croyances avec le prophète. Donc voilà, il y a absolument tous les piliers de l'islam, mais c'est ça qui est magnifique avec la prière, et même que ce soit mentalement, physiquement, ça soigne. Tellement de bienfaits. Ouais. Tu sais que je me rends compte, c'est un truc tout bête, hein. Ouais. Et je pense certains musulmans, ils se rendront compte de ce que je vais dire. Le fait d'aller à la salle de sport. Je ne fais aucun étirement. Mes étirements, c'est la prière. Et mine de rien, je sens que ça a un effet positif. C'est magnifique. Parce que j'ai très peu mal après, avant mes séances prochaines. Exactement. Parce que je le sens. Ouais. C'est tout bête, mais mine de rien, tu vois, te descendre quand même autant de fois, te prosterner autant de fois, ça aide, tu vois. C'est des choses toutes bêtes. Et tu le vois quand tes genoux, ils arrêtent de claquer et de craquer à un moment donné à force de faire le soujoud, tu vois. Mais c'est phénoménal. C'est fou. C'est beau ce que tu dis sur la religion. Et je suis d'accord avec toi sur le côté l'incarner plutôt juste que le revendiquer maintes et maintes fois. Ouais. Parce que faut pas oublier, là on parle même vraiment pour les musulmans, comme tu as pu le dire. Nous on a des croyances par rapport à la vie d'après, etc. Ouais. Et que le jour du jugement, tu seras interrogé sur toutes les connaissances que tu as eues mais que tu n'as pas appliquées. Et ça me fait peur, bien évidemment, bien premièrement. Et surtout, je me dis, des fois, vaut mieux appliquer et incarner ce qu'on revendique, ce qu'on pense croire et ce qu'on croit, que plutôt toujours aussi le dire, l'exprimer comme t'as dit. Et c'est le meilleur moyen d'exprimer, c'est de l'incarner, c'est de l'appliquer soi-même. Ouais, évidemment, c'est s'efforcer de le faire. On n'est pas parfait, comme t'as pu le dire. On a tous nos péchés, nos vices, nos manquements. Mais c'est la meilleure des choses à faire avant de critiquer l'autre, musulman ou non. Déjà, incarne ce que tu prétends croire déjà, est-ce que tu dis croire, c'est la meilleure des choses à faire. Et c'est pas facile, tu vois. Mais je pense qu'il faut déjà se concentrer sur ça. Et ça, c'est une leçon, hein, c'est dit dans l'islam aussi. Le silence, des fois, fait office de parole, voire de meilleures paroles. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup me taire. J'aime beaucoup me taire, que ce soit dans des conflits, que ce soit dans la partie commerciale ou autre. Pour le travail, au-delà de la religion, le travail, les relations, les sociétés, etc. J'aime beaucoup me taire parce que je préfère laisser les actions parler pour moi, tu vois. Donc dans le business, ça m'a beaucoup aidé cette leçon parce que je passais des heures et des heures à faire des présentations et à faire du copywriting pour essayer de vendre mes prestations, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, les prochaines présentations que je vais envoyer, je vais dire très brièvement ce que je fais et je vais montrer ce que je fais. Et ça a beaucoup plus parlé que n'importe lesquels des pauvres petits mots que je pouvais écrire ou parler à ce moment-là. Même pour terminer sur ce petit aspect religion, même dans la religion, je crois que la personne la plus aimée, si je me trompe pas d'Allah, c'est la personne qui sera le plus utile. Sa communauté. Et ça en dit long, ça résume tout ce qu'on a dit là pendant 10 minutes. Ouais. Sur le côté, tu peux parler, etc., vouloir avoir une certaine apparence, tout ce que tu veux, soit utile. Et utile, c'est pas forcément être l'imam. Ouais. Comme tu as pu dire, chacun a sa voix. On a tous des destinées différentes et chacun aura cette manière d'être utile pour la société, de gagner sa place au paradis ou non, en ayant des parcours totalement différents. Certains, ça va être grâce à l'aumône, grâce à l'argent qu'ils dépensent sans compter. D'autres, ça va être en aidant des personnes dans le besoin. D'autres, par leur travail, par juste le fait même de mettre l'intention. C'est quelque chose de tellement important. Mettre l'intention quand tu vas dormir, tu peux être récompensé parce que tu as mis l'intention de dormir pour être en meilleure forme, pour adorer Allah le lendemain et pour travailler. C'est de la folie. Ça, on fait pas assez. Alors même la prière, tout ça, l'intention, tu vois, ce côté-là, c'est la chose qu'on a le plus travaillé. Et quand tu vois certains imams, certains chers importants dans l'histoire de l'islam, comment ils reflètent leur peur sur l'intention, qu'à chaque moment, ils ont peur qu'elle vacille. Je pense qu'on néglige cet aspect-là, tu vois. Mais c'est intéressant, en tout cas. Ouais, carrément. Cool. Je valide. Ça fait plaisir. Bon, on va passer sur un autre thème. Ton agence de marketing. On va juste revenir dessus parce que elle est étroitement liée à tout ce qui est la pop culture. Ouais. Comment c'est né cette passion-là pour toi chez la pop culture et est-ce que tu peux nous citer quelques références? Je parle pas des références en mode tu dois avoir vu ça, hein, mais pour toi, quelque chose qui t'ont façonné, qui t'ont construit en tant que spectateur, etc. Ouais, carrément. C'est dur de trouver des références ultra précises. Après, c'est sûr que très jeune, quand je regardais les cousins jouer aux jeux vidéo et dessiner des Sangoku et des Vegeta, forcément ça a fait tilt à un moment donné et je me suis dit j'aime bien ce que ces gars-là me proposent, donc je vais entrer dans la cour des grands et beaucoup de Dragon Ball tout petit, sans savoir que ça s'appelait manga ou animé à cette époque-là et que c'était de la culture japonaise. Les jeux vidéo avec du Tomb Raider, un petit peu de GTA, Sonic sur Game Gear comme on disait à l'époque et tout ça, et le jeu Shinobi. Et à partir d'un moment, je pense que j'avais déménagé, donc j'étais dans le 77, j'avais 6 ans je pense 5 ou 6 ans, ma sœur me ramène le 3e tome de One Piece.
qu'une amie du collège avait dû lui prêter. Et c'était le tome avec Baggy le clown dans One Piece. Et donc en fait, ouais, on peut dire que Baggy a lancé mon amour pour les mangas, parce qu'à partir de là, je lis bon, elle m'a ramené les deux autres tomes avant, hein, bien sûr, j'ai lu dans l'ordre, mais je commence One Piece et ouais, arrivé à Baggy le clown, je me dis putain, ce personnage, c'est lui qui m'a donné envie de lire ça. Et j'ai kiffé One Piece, c'est devenu mon manga, enfin c'est devenu mon premier manga. Aujourd'hui, ça reste mon manga préféré. Et ouais, ça m'a lancé, ça m'a donné l'amour du manga. Donc ensuite, t'avais les jeux vidéo avec Tomb Raider, comme j'ai cité tout à l'heure. Et puis à un moment donné, Le Seigneur des Anneaux en 2000 ou 2002, quelque chose comme ça. Tolkien, c'est parti. J'adore ce que je vois à la télé, Gollum, Aragorn, Flamme Doudoune, etc. Donc là, j'y vais à fond. Et ouais, pop culture, je pense qu'à partir de là, c'était fini. Ouais, du Tarantino très très jeune aussi. Okay. Ça avait des membres se découper, etc. dans Kill Bill et tout ça. Et ouais, ça m'a jamais lâché. Donc aujourd'hui, ouais, je gère une agence de conseil en marketing. On appelle ça aussi agence créative, parce que au-delà de l'aspect marketing et communication, on crée des choses. Aujourd'hui, nous, on prône le fait que créer ça fonctionne plus que de promouvoir, en fait. On préfère créer que promouvoir. Et c'est ce qu'on fait avec nos plus grandes campagnes aujourd'hui. C'est qu'on préfère mettre du budget et allouer du budget sur de la création de contenu et un petit peu sur la promotion ou de la sponsorisation, parce qu'on sait que si quelqu'un adhère à la création, c'est là où ils vont adhérer au produit. Exact. Et il y a pas beaucoup de gens qui le voient, ça. C'est pour ça que les gens aiment beaucoup travailler avec nous, parce que nous on le voit, on le comprend et on l'applique. Mais ça on le dit pas, juste on le fait, encore une fois. Et ouais, donc l'agence est spécialisée aujourd'hui dans la pop culture. C'est un positionnement qui nous permet d'obtenir plus de contrats. Après, c'est pas un positionnement dont je suis hyper content et que j'ai envie de retirer très rapidement, parce que on fait aussi beaucoup de choses au-delà de la pop culture. On fait beaucoup de choses liées des fois dans des trucs complètement hors sujet, comme la skincare, le monde de la fashion, la beauté, le voyage, le lifestyle et ce genre de choses. Donc on accompagne aussi des créateurs de contenu et des marques sur ces sujets-là. Mais ce positionnement, il est important parce que on essaye de montrer aux gens quand même qu'on est leader, et aujourd'hui on a une belle place dedans. Et c'est ce qui fait que il y a beaucoup de distributeurs dans le ciné qui nous contactent, des éditeurs de jeux vidéo, des éditeurs de manga, etc. Ça fait juste combien de temps que tu as cette agence ? Officiellement, la société a été créée il y a 2 ans, mais pendant quasiment 1 an, c'était moi qui étais consultant tout seul de mon côté. Et aujourd'hui, on est bientôt 7. Donc ouais, on va dire 1 an officiellement pour Init et la marque Init en tout cas. Et ouais, voilà, 1 an, on va dire. On mettra les contacts, etc. Bah aussi, hein. Carrément, avec grand plaisir, etc. Magnifique. Et du coup, bah, on va venir à ce pourquoi les gens te connaissent, on va dire, la création de contenu. Bah, comment ça s'est fait ? On va dire pas cette transition, parce que je fais toujours ça du coup, mais comment ça s'est venu, la création de contenu, les 7 Deadly Sins ? Ouais, la création de contenu, elle découle 100% de l'entrepreneuriat. Moi, de base, si je me suis lancé sur les réseaux sociaux, donc en 2020, c'était uniquement pour faire du personal branding et pour parler de mon application Lancelot. Je savais que c'était la meilleure des solutions. Personal branding, c'est aussi un truc sur lequel je coach pas mal d'entrepreneurs et de créateurs de contenu. Le personal branding, c'est tout simplement comment est-ce que tu vas rediriger ton audience personnelle vers ton audience professionnelle. Le meilleur exemple aujourd'hui, c'est Elon Musk. Aujourd'hui, si Tesla cartonne, c'est parce que c'est Elon Musk. Tu vois ce que je veux dire ? Tous les projets, tous les produits qu'il va lancer, c'est parce que c'est lui. C'est pareil pour les produits lancés par des créateurs de contenu. Quand ils lancent un produit, ça cartonne, c'est parce que c'est eux, tu vois. C'est leur bien image, sûr. leur Marque image. de burger, peu importe, ouais, bien sûr. Exactement. Nio, par exemple. Qui ça ? Ouais, Nio, c'est un bon exemple. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Un resto, un autre burger. Ou Zach Nani, voilà, c'est exactement ça le personal branding. Mais du coup, moi, je pars de zéro, j'ai pas de compte ni rien sur les réseaux, je vais pas du tout d'ailleurs dessus, et donc, mais par contre, je sais m'y faire en marketing, je sais comment communiquer, je sais comment cheater un petit peu, gros saké comme les gens aiment bien dire. Et à partir de là, je me dis, je vais me lancer sur les réseaux, je vais parler d'entrepreneuriat. Ça fonctionne pas du tout. C'est à partir du moment où je fais une vidéo qui parle des études que j'ai commencé à comprendre comment ça allait fonctionner. Je fais une vidéo qui parle des études, ça cartonne, elle fait 100 000 vues, et en fait, en regardant cette vidéo, je me dis, en fait, si ça a cartonné plus que l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il y a moins d'entrepreneurs que d'étudiants. Donc j'ai compris l'audience, j'ai compris qu'elle était jeune, et j'ai compris qu'il fallait lui parler le même langage. Et donc j'ai commencé à me dire, il faut que je partage des centres d'intérêt communs. Quel point commun est-ce qu'on a avec cette audience ? On aime les jeux vidéo, les mangas, le ciné, la pop culture. J'ai commencé à parler de manga, j'ai explosé, c'est tout.
j'ai compris très vite que il fallait que je partage des points communs. Je parle de manga, ça explose, de jeux vidéo et de cinéma, et de séries, et de films d'horreur, et de comics. Et puis, entre 5 vidéos, je parle de mon application. Et c'est comme ça qu'elle explose aussi. Les gens m'ont suivi. Étant donné que... Parce que c'est Shedly, comme tu avais dit. C'est au-delà du fait que ce soit Shedly, c'est aussi le fait que Shedly, ce soit un expert dans le milieu. Okay. Vu qu'il en parle correctement, j'admets sa légitimité, j'accepte, je vais télécharger son application. Il parle pas pour rien. Lui aussi c'est un joueur qui se sent seul, lui aussi c'est un joueur qui a besoin de trouver les autres bons joueurs pour jouer avec lui, et sur le long terme. Forcément, les gens ont adhéré. Magnifique. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est très logique dans ce que tu dis, dans le sens où tu as trouvé aussi, entre guillemets, une faille dans le marché. C'est-à-dire que tu t'es peut-être dit, il n'y a pas assez de personnes qui le font. Et je reviens à ce que tu as dit par rapport à l'agence. Maintenant que tu l'as fait pour toi-même, tu veux aussi, entre guillemets, essayer de l'appliquer à plus gros. Ça veut dire, comme tu as dit, créer et pas juste promouvoir. Parce que tu en es la preuve vivante, entre guillemets, on s'est compris, que ça a marché. Exact. De toute manière, c'est toujours comme ça que j'ai agi dans la vie, c'est que je ne peux pas faire pour les autres sans l'avoir fait pour moi. Ouais, et c'est pour ça que je suis pas preneur du fake it until you make it, tu vois. Ça, quand j'ai commencé à le lire un petit peu partout, etc., j'ai très vite compris que c'était du bullshit et qu'il fallait absolument pas suivre ce dicton. Les gens qui se posaient à Dubaï en Lamborghini avant même d'avoir lancé leur société. Après, regarde, je pense qu'il y a des nuances à... Non, je pense que c'est cette phrase, mais dans le sens où ça dépend comment on la prend. Des fois, c'est fake it until you make it, dans le sens où crois en toi avant de l'avoir fait. Dans ce côté-là, croyance, dans ce cas-là, faut dire difficile. Voilà, certains précisent, mais d'autres non. C'est vrai. Non, parce que faut préciser, c'est comme le fait de s'être fait soi-même. Faut le préciser aussi qu'il y a l'écosystème. Parce que si t'entends encore une fois des entrepreneurs qui te disent fake it until you make it, les gens entendent fais croire que tu l'as fait alors que t'as rien fait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui on vit sur un monde de preuves, tu vois. Comme on dit. D'apparence, je dirais même pas de preuves. Exactement, d'apparence. Faire croire que ça peut suffire. Ouais, c'est ça. Sans avoir. Et aujourd'hui on vit dans un monde où la réalité est telle que les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Et ça c'est David qui me le dit à chaque fois. Et on le voit aujourd'hui. Et même aujourd'hui quand on travaille avec des clients, même des grands groupes, hein, tu te rends compte que c'est pas la marque qui s'assumait, qui disait être ce qu'ils étaient, tu vois, au final. Et donc il y a plein de marques avec qui on travaille plus parce que c'est pas les chiffres ne mentent pas, quoi. Et comment ça s'est créé du coup la réunification avec Seven Deadly Cheese? Comment ça a été la création du coup avec tout ça? Très naturellement. Tu peux même expliquer le concept pour ceux qui connaissent pas. Ouais, Seven Deadly Cheese. Désolé les gars, je connais. Hein. Non, les Seven Deadly Cheese, c'est un groupe qu'on a formé de créateurs de contenu. Aujourd'hui, on est le premier groupe en France. Ça fait même quelques années. De toute façon, il y a plus trop de groupes sur les réseaux sociaux et tout ça, ça existe plus de toute manière. Mais nous, on reste soudés par le lien de la pop culture, forcément, le jeu vidéo, le sport, etc. Et les mangas. Et en fait, on s'est retrouvés un jour parce que donc moi j'avais mes locaux, Lancelot, et je voulais un dimanche organiser une petite watch party pour regarder l'Attaque des Titans. Donc là, on a invité du beau monde. Et j'ai invité ces gaillards et ça a matché direct. On a ouvert des cartes Pokémon ensemble, on a tourné des vidéos, les vidéos ont pété, on a regardé SNK ensemble, on a fait une petite vidéo réaction là-dessus et tout a fonctionné. On s'est dit la semaine d'après, je leur ai proposé, vas-y, let's go. Et donc après t'as Jeff qui a trouvé le nom, on a brainstormé un petit peu et tout ça. Seven Deadly Cheese, c'est une référence à Seven Deadly Sins, là le manga. Et donc non, ça a très vite matché et puis voilà, on continue un petit peu nos vidéos tous les dimanches comme d'hab. Voilà. Et comment tu gères un peu l'aspect relation entre tout ce groupe, sachant que certains des fois vous voulez prendre telle direction pour avoir tel DA ou d'autres, etc. Comment vous entendez un peu vous coordonner par rapport à tout ça? Oui, c'est vrai que des fois il y a des désaccords et puis il y a quelques prises de tête, même si c'est minime. Mais dans un sens plus global, on suit l'objectif. Si c'est bon pour le groupe, alors ça va fonctionner. Après on a nos petites gimmicks et nos petits running gags dans le sens où des fois on a des concepts complètement farfelus. T'as Nono qui va dire que ça va pas fonctionner et à chaque fois qu'il dit ça fonctionne, tu vois. Donc forcément tu sais que quand quelqu'un dit que ça va pas fonctionner et que ça va fonctionner, tu sais que y a pas à être en accord ou en désaccord. Il faut juste faut avoir foi en son projet et puis let's go, tu vois. Donc non, la relation est très saine parce que encore une fois on est amis et une famille avant d'être des créateurs de contenu. De la communication, de l'écoute, de la franchise. Exactement. Parce que t'as intérêt à fond. Et on est hyper transparent. À l'époque, on se faisait beaucoup de réunions où on se disait, c'est ce qui allait pas chez l'un et chez les autres et ce qui allait. Et donc, ça nous a permis d'être hyper transparents les uns envers les autres et ça a fonctionné, quoi. Important.
passer à la Ok, suite. c'est cool. Moi, je l'ai noté parce que je l'ai vu sur ton compte et Ouais. je pense que malgré que les réseaux sociaux ce soit de l'apparence, Ouais. des fois ça montre comme certaines facettes de nous. Ouais. Forcément que du négatif à chaque fois. Et j'ai vu beaucoup de voyages. Quelle Carrément. part les voyages ça a pour toi? Juste rien qu'avec ton parcours à les États-Unis, on comprend que c'est important, mais Ouais. si tu peux détailler très rapidement. Carrément. Les voyages, en fait, les voyages, c'est la vie. Comme dans World War Z, t'as Brad Pitt à un moment donné, il dit Movimiento es vida. C'est vraiment, en gros, le mouvement, c'est la vie. Si tu restes sur place, tu vas crever. Si tu fais pas de sport et que tu restes chez toi, qu'à jouer aux jeux vidéo, tu vas crever. Physiquement, t'es obligé de te déplacer. Le voyage, il est encore plus puissant que le déplacement parce que le déplacement, ça veut simplement dire t'as pris un billet d'avion, t'es arrivé au Japon et t'as parlé à personne. Ça, c'est du déplacement. Le voyage, c'est aller en Corée, comprendre qu'il y a personne qui va causer avec toi parce qu'il parle pas anglais, mais faire en sorte que les gens discutent avec toi parce que t'es humain et que t'as envie de parler malgré le fait que tu ne parles pas la même langue. Et ça a été j'ai commencé à revoyager à partir du moment où je me suis débarrassé de Lancelot. Donc voilà, c'est encore une fois, moi je suis croyant forcément, et donc nous on appelle ça le maktoub, c'est écrit, c'est le destin, et en fait tout ce qui va t'arriver dans la vie a une raison en fait, a une raison d'être. Et moi quand j'ai perdu encore une fois donc ma start-up valorisée à 10 millions etc, et que j'aurais pu avoir des offres d'achat pour vivre ma vie de millionnaire, je sais pas où, tu vois, en Thaïlande ou je sais pas où, j'ai décidé de redescendre sur terre et de comprendre les messages de Dieu, et le message était très clair. Non seulement t'as pas besoin d'investisseurs, t'as besoin que de toi et tes compétences. Et aujourd'hui, ça fonctionne avec mon agence. Mais aussi, tu vas te libérer du temps. Tu vas arrêter d'avoir ce fardeau qui sont les investisseurs qui vont te dire quoi faire et que dire, etc. Là, t'es tranquille. Tu peux aller voir ton amoureuse, ta famille, ton petit frère, tes amis, tes potes, etc. Tu vas pouvoir aller au cinéma, jouer aux jeux vidéo, lire des mangas comme tu veux et voyager. Dès que j'ai perdu ma start-up, je suis parti en Corée, puis en Thaïlande. Et là, j'ai repris goût au voyage. J'avais pas pris de vacances depuis 13 ans. Donc, c'était le moment pour moi de revivre un petit peu le voyage et tout ça. J'ai eu l'opportunité aussi de rendre visite à ma famille aux États-Unis. Je suis parti en Algérie. J'étais déjà allé plus jeune, mais là, j'ai redécouvert un petit peu. Moi, je suis tunisien, je précise. Okay. Et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de partir en Algérie, de découvrir le désert, à tel point que j'ai vécu une très belle expérience dans le désert. L'Algérie aujourd'hui ça représente pour moi le plus beau pays que j'ai fait, et Dieu merci j'en ai fait des pays en termes de population, de culture, mais aussi de beauté de paysage. Et donc à tel point qu'encore une fois j'ai tellement aimé le désert que j'ai créé une agence de voyage pour que les gens découvrent le désert et les activités du voyage. Donc aujourd'hui, un autre truc que les gens savent pas forcément sur moi, c'est que je l'annonce là, j'en ai pas forcément parlé, c'est un truc en soum soum, c'est un projet familial. J'emmène des gens découvrir des choses dans ma maison au désert, en plein désert en Algérie. Et voilà, qui passe le. Tu sais qu'il y a moyen que j'ai en Algérie, en plus cette année à Janet, justement dans le désert aussi. Moi ça t'arrête, mais Janet, on connaît. Tu as une expérience, t'as fait quelque chose encore une fois. Exactement. Magnifique. C'est lourd. On va finir sur 2 points. Un conseil de vie, le premier qui te vient en tête, sur ce que t'aimerais partager. Souvent, il y a beaucoup de gens qui nous disent, pareil dans les livres de développement personnel, est-ce que tu veux, et c'est pour ça que c'est marrant que le Coran aille à l'inverse, à l'opposé de ça. Nous, il nous est appris de ne pas regarder vers le haut. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais faut viser vers le haut pour aller plus loin et je sais pas quoi, tu vois. Il faut jamais faire ça. Il faut toujours regarder ce qui est en bas, parce que c'est là que tu te rends compte de la richesse que tu as et de ce que tu représentes dans la vie et des opportunités que toi tu as et que tu n'as pas su saisir. Donc toujours regarder ce qu'il y a en bas de nous, surtout au niveau des comparaisons. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se comparent, qui se sentent mal parce qu'un tel ou une telle a fait plus que nous, il est riche, etc. Mais encore une fois, non seulement on ne peut pas juger parce que tu sais pas si cette personne est heureuse avec tout l'argent qu'elle a, mais aussi t'as pas eu son même héritage et t'as pas eu non plus ses bénédictions, tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, ne serait-ce que moi, c'est personnel, hein, aucun jugement là-dessus, c'est personnel, mais moi je me rends compte de la bénédiction d'être né musulman, tu vois. Alhamdoulilah, tu vois. Donc je me dis aujourd'hui, je ne peux pas aller me comparer à quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, qui fait je sais pas vous plus, j'ai oublié, j'ai 1 million d'abonnés, mais quelqu'un qui a 3 millions d'abonnés et qui fait beaucoup plus d'argent ou qui fait je sais pas quoi, tel projet ou autre. Non, j'ai pas besoin de ça. Je suis déjà très heureux et à mon avis,
je suis plus riche que n'importe qui À l'essentiel. qui entre guillemets est au-dessus de moi selon beaucoup de personnes. Pour moi, je suis plus riche. Et par contre, je considère qu'après c'est Ouais. personnel que la comparaison n'est pas mauvaise en elle-même, c'est surtout ce que tu vas en retenir. On peut se comparer aux actions qu'une personne meilleure que nous fait. Mais en place, comme tu as pu le Je suis faire d'accord, au ouais. foot avec des joueurs qui étaient Bien meilleurs sûr. que toi, Ouais. je vais prendre ça qui est bon d'eux, Bien sûr, mais je vais bosser. toujours, ouais. Tu vois, donc Ouais. je suis d'accord avec toi. Regardez aussi en bas ce qui est important. Mais au-delà de la religion, hein, de toute façon, c'est dans toutes les religions. Ouais, bien hein, sûr, il je suis faut regarder ce qu'il y a en bas, parce que si tu regardes ce qu'il y a en bas, c'est là où t'es reconnaissant, tu vois. Tu te rends compte qu'en bas, Bien bah, sûr. il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a Ils des sont gens qui ont... bombardés. Et moi, en fait, c'est devenu un petit running gag chez moi, c'est que les gens, ils aiment bien me dire, mais pourquoi t'es heureux, je sais pas quoi, mais j'ai 2 bras, 2 jambes. Tu vois ce que je veux dire? Rien que ça. Rien que ça, c'est déjà merveilleux d'avoir 2 bras et 2 jambes. Donc, voilà. Regardez ce qu'il y a en dessous de vous et vous serez heureux. Magnifique. C'est beau. On Et finit bah, sur très rapidement. Sans promo sur tes réseaux, ce que tu veux. Ouais. Carrément. Voilà. Shedly sur tous les réseaux. Et Instagram, on va faire des jolies stories prochainement. Et C'est tout. YouTube, ça reprend quand? YouTube, bientôt là, je vais faire une vidéo sur Nana là. Ah, belle leçon de vie, mon gars. Ah. Et les Mais podcasts c'est tout. aussi. Hein. Les Allez podcasts. voir les podcasts de Philippe parce que Ouais. j'étais choqué. Hein. Ah ouais? Vraiment. Moi, je connaissais pas, hein, Faut que mais je j'ai reprenne. tellement écouté Ouais. et j'ai appris trop de Ouais, choses. ça fait Genre, plaisir. vraiment. Mais ouais, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Pas Finito l'année dernière. Ouais. Et encore une fois, je montre à travers mes expériences et mes échecs que c'est pas fini et qu'il faut toujours se relever. C'est Snell. incroyable. Ah ouais. Nickel, hein. Bon, on va Ouais, terminer j'ai kiffé, simplement. Merci. C'est vraiment, j'ai Merci kiffé à vous, les l'échange. gars. Je te jure, Vraiment, j'ai j'ai kiffé, grave kiffé, vraiment. hein. Trop bien. Magnifique. Pour moi, c'est la excellent. meilleure interview personnellement pour l'instant. Ça Désolé fait au précédent. Une des meilleures que j'ai vécues. Je ne dirais pas ça pour pas se mettre un porte-à-faux de précédents invités. Non, franchement, Moi, c'est la meilleure pour j'ai l'instant. j'ai kiffé le moment. Trop bien, merci. merci. T'as parlé à cœur ouvert. Ça s'est senti. Vraiment. Et, merci Et on à toi. En souhaite tout cas, on que souhaite que du du- meilleur pour la suite, hein. Merci les À la gars. prochaine, en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, nous faire des retours. Merci en tout cas. Ça ne fait que C'était la grandir. C'était la cible et on se retrouve pour un prochain épisode. À plus.